Merci de votre fidélité à la chaîne des nouvelles idées, Savane TV. Bienvenue à cette émission spéciale. Après avoir suivi ensemble le 4 août le film Thomas Sankara, l'humain du journaliste Richard Tiéné, nous ouvrons le débat aujourd'hui, le débat sur l'héritage de l'homme. Dans la nuit du 4 au 5 août 1983, un nouveau vent soufflait sur la scène politique burkinabé. La révolution sankariste venait de voir le jour avec pour ambition de donner une nouvelle identité aux Burkinabés, chose qui a d'ailleurs motivé le choix d'un nouveau nom pour l'ex-Haute-Volta qu'il deviendra Burkina Faso, qui signifie patrie des hommes intègres. C'est un nom qui cadre bien avec les ambitions du régime révolutionnaire qui venait de s'installer. En 4 ans, Thomas Sankara a réussi à hisser haut le flambeau national avant d'être renversé par le coup d'État de Blaise Compaoré le 15 octobre 1987. Mais 34 ans après, le Burkina Faso, l'Afrique et le monde parlent encore de lui comme un héros. Quel héritage Thomas Sankara a-t-il laissé à la postérité au triple plan politique, culturel et socio-économique? C'est de cela que nous parlons dans cette émission qui reçoit 4 invités sur ce plateau. À ma droite, Yabré Juliette Congo, elle est femme politique, actuellement députée du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, le parti au pouvoir, et Luc Damiba, secrétaire général du Comité international du Mémorial Thomas Sankara. À ma gauche, Taïro Bari, homme politique, ancien député et ancien ministre de la Culture, aujourd'hui président du MCR, les Mouvements pour le Changement et la Renaissance, qui est un mouvement politique. Et Eric Ismaël Kinda, porte-parole du mouvement Le Balai Citoyen, un mouvement de la société civile. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur ce plateau. Alors, première question à tous les 4, qui est Thomas Sankara pour vous? Commençons par Juliette Congo. Merci de nous donner l'opportunité de parler de ce grand homme qu'a été Thomas Sankara, l'idole de la jeunesse africaine et mondiale, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il a marqué quand même son temps. Il a marqué son temps et j'ai eu la chance de le côtoyer, parce que pendant la Révolution, on était quand même très jeunes à l'époque et très d'accord avec ce qui s'est passé, parce que quand même la Révolution est venue ouvrir beaucoup de voies à la jeunesse, donner la parole aux femmes et donner la possibilité aux Africains de se prendre en charge sans compter sur quelqu'un. Et ce message de Thomas Sankara jusqu'à nos jours, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce que je prône. Personne ne viendra développer notre continent ni notre pays, sinon nous-mêmes. Et c'est le fait de ne pas comprendre cela que les pays africains souffrent. Nous ne devions pas souffrir parce que nous sommes le continent le plus riche. Et quelqu'un a eu la chance de nous le prouver. Merci. Merci. Moi, j'ai découvert Sankara étant pionnier. On peut dire qu'il n'y avait pas encore une grande conscience politique à ce niveau-là. Mais en lisant ses discours, en écoutant les témoignages sur lui, ce qui m'a un plus fait de retenir de lui, c'est l'homme intègre et surtout son réalisme. Et un modèle pour tous ceux qui veulent diriger un pays. Ce modèle-là, c'est d'être tout le temps avec le peuple et de donner l'exemple. Il ne disait pas, ses discours n'étaient pas des discours creux. Sankara n'était pas idéaliste, c'était un réaliste. Il dit, il sait que lui-même il peut faire. Et je me rappelle encore de ce rêve que beaucoup de ses compagnons ont partagé. Et il avait déjà commencé. Ce rêve, c'était quoi? Qu'il voulait faire venir un embranchement de la mer au Burkina Faso. Et beaucoup de gens ont pensé que c'était juste... Alors qu'il avait déjà commencé à envoyer des marines militaires en formation. Il avait déjà commencé à envoyer. C'est-à-dire qu'il avait négocié avec le Ghana pour qu'à partir de Wessa, c'est-à-dire que c'est ces rêveurs pragmatiques qu'ils allaient faire creuser avec des trucs explosifs pour dégager qu'on appelle ça, l'affluent jusqu'à la mer du côté du Ghana. Ça veut dire qu'il avait l'accord politique
il avait les moyens et il voulait former les hommes déjà. Donc ce n'était pas seulement le rêveur, mais c'était le pragmatique. Et c'est comme ça qu'on a découvert. Et aujourd'hui, on le cherche toujours. Pourquoi les jeunes en fait leur modèle? Justement parce qu'il n'était pas le monsieur qui prônait, qui faisait le discours creux. Ce n'était pas le démagogue. Il dit, il fait. S'il ne peut pas faire, il explique pourquoi il n'a pas pu faire. Et on a vu aujourd'hui, en 4 ans, pourquoi tout le monde retient la période révolutionnaire comme une période qui est charnière pour le Burkina. Inconnu, le Burkina s'est retrouvé sur l'orbite mondiale. Et il défendait presque toutes les causes du monde. Vous voyez qu'un président d'un pays presque inconnu devient le porte-voix de la Palestine, de tous les pays du tiers-monde. Et tout le monde voulait venir rencontrer ce président. Nous, on a eu la chance aujourd'hui d'avoir un Sankara qui est né sur ce sol-là. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui, son intégrité, son pragmatisme, son réalisme et le modèle qu'il devait inspirer beaucoup de chefs d'État africains aujourd'hui. Ce qui fait défaut. Tahirou Bari? Moi, je dirais simplement que le président Thomas Sankara était un digne fils du Faso qui a eu à mener, comme lui-même il le disait, une vie utile pour tous, qui a rêvé d'un Burkina Faso plus grand, plus fier, plus digne et plus fort. Malheureusement, l'élan qu'il a lancé a été brutalement arrêté dans le sang et aujourd'hui le peuple burkinabé veut comprendre. Eric Ismaël Kinda, pour terminer. Oui, merci. Et pour le gamin, le pionnier que je fus, c'était un papa pour moi. Et pour l'adulte que je suis aujourd'hui, c'est une source d'inspiration pour moi. Il est difficile d'enfermer Thomas Sankara dans un seul prisme. Il a incarné beaucoup de valeurs. Et il était exceptionnel. On ne peut pas faire exactement comme lui. Ce n'est pas possible. Le principal défi que nous avons à relever aujourd'hui, après plus de 30 ans après sa mort physique, cela s'entend. Le défi pour nous, c'est d'essayer de faire comme lui. Je dis bien essayer de faire comme lui. Nul ne peut faire exactement comme Thomas Sankara. Il n'y a pas deux Thomas Sankara. Malheureusement, essayer de faire comme lui, ce n'est pas évident. Quelqu'un l'a dit et quelqu'un le répète à chaque occasion. Sankara partout et nulle part Thomas Sankara. Aujourd'hui, tout le monde revendique son idéal, tout le monde réclame Thomas Sankara, mais nous trahissons au quotidien ses idées. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Voilà ce que je peux apporter. Nous aurons peut-être l'occasion de parler de ces aspects précisément. Oui. Donc quand l'on vous écoute et quand on écoute tout le monde, Thomas Sankara c'est une icône, un héros, un immortel qui avait des idéaux donc pour ce pays. Alors au plan politique, il prônait la probité, la modestie, l'intégrité. Ce grand homme a-t-il laissé un héritage perceptible aujourd'hui? Je commence par vous, Luc Damiba, vous qui êtes le secrétaire général du comité international mémorial Thomas Sankara. Peut-être que je vais prendre un bout, parce que l'héritage est très immense. Disons qu'au niveau de l'héritage culturel, on peut dire aujourd'hui Commençons d'abord sur le plan politique. Sur le plan politique, je ne pense pas qu'on ait encore vraiment trouvé un ancrage, parce que tous les partis politiques sankaristes n'ont pas encore réussi à emballer une opinion, un vivier électoral assez important pour arriver à prendre le pouvoir. Donc ce qui fait que l'héritage politique de Sankara reste diffus dans beaucoup de petits partis. Ce qui est intéressant, vous avez vu, je vais sortir du Burkina, parce que le Burkina reste dans un prisme où c'est plutôt des égos individuels qui se combattent, sans oublier en plus que ayant éclaté des groupes multiples, quand vous regardez comment les révolutionnaires étaient constitués, il y avait les militaires, il y avait les civils, il y avait les syndicats, et les partis communistes, les partis libéraux qui ont pu quand même former un groupe. Donc, quand vous sortez hors du Burkina, beaucoup de gens se réclament de l'idéal sankariste,
que ce soit au Sénégal, au Niger, bien au-delà. En Afrique du Sud, vous avez vu Julius Malema qui se réclame, y compris dans son habillement, de l'idéal Sankara. Donc, politiquement, il y a des gens qui s'inspirent. Et tout récemment, quand le président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est arrivé, il dit « Je m'inspire, Sankara est une inspiration politique pour moi ». Et donc, il vient comme si, entre guillemets, pour lancer sa forme de campagne politique dans terre africaine, dans le territoire de Thomas Sankara. Pour moi, c'est aussi ça l'héritage politique de Thomas Sankara, au-delà des frontières. C'est qu'il donne beaucoup à réfléchir. Et dernier exemple, c'est le Rwanda. Le Rwanda dit simplement qu'ils n'ont pas eu besoin de beaucoup réfléchir. Ils sont juste venus prendre les bonnes pages du DOP, discours d'orientation politique, et ils sont allés l'adapter pour l'appliquer au Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda constitue un modèle pour beaucoup de jeunes Africains, bien sûr avec les limites qu'il y a en tant qu'État, y compris la révolution avait des limites aussi, mais c'est une inspiration politique pour nous. Donc c'est un héritage aussi. On peut en citer en tout cas des dizaines d'héritiers dans ce sens-là. Un héritage en tout cas qui va au-delà du Burkina Faso et de l'Afrique. Je vais donner la parole à Tahirou Barry. Parlant du Burkina Faso concrètement, est-ce que l'héritage de Thomas Sankara au plan politique, cet homme qui prônait la probité, la modestie, l'intégrité, est-ce que cet héritage est encore perceptible quand on regarde aujourd'hui la scène politique burkinabé? Il faut reconnaître que l'héritage politique du président Thomas Sankara est en souffrance dans nos mœurs. On ne parle pas d'homme intègre aujourd'hui sans se dire intérieurement qu'on se ment en soi-même. L'héritage politique doit être présenté sous deux aspects. D'abord, c'est un esprit et c'est une vision. L'esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de sacrifice. C'est l'esprit de patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la patrie. C'est l'esprit de confiance. Parce que sans confiance, il n'y a pas de grande nation. La vision, c'est tout ce qui est bâti autour des valeurs. La probité, le compter sur soi, pour moi c'est une valeur. C'est-à-dire essayer de puiser au fond de soi-même pour se construire. Valeur travail, valeur de l'égalité, de la solidarité. Et c'est tout ça qui fait l'héritage politique du président Thomas Sankara, qui malheureusement est en perdition aujourd'hui. Il faut ajouter dans ce héritage politique la volonté de mettre l'État au service du développement économique et social. Ériger l'État comme un outil de promotion de l'égalité, de promotion des valeurs, de restauration de l'équité. Et c'est tout ça aujourd'hui qui fait l'héritage politique. Qui est en perdition, selon vous, Juliette Congo? Bon, moi, ce qui me chagrine aujourd'hui par rapport à ce grand ensemble-là qu'est l'héritage de Thomas Sankara, c'est, quelqu'un l'a dit, hein, tout le monde se revendique de l'idéal Sankara, mais personne sur le terrain pratique n'exerce ce que Sankara a promis. Sankara a vécu de façon modeste, mais il avait de grandes ambitions pour ce pays. Malheureusement, chacun de nous se dit aujourd'hui, bon, j'ai de grandes ambitions pour le pays, mais tu ne vois rien de concret par rapport à ce qui se passait pendant la Révolution. Moi, ça me ramène les 30 et quelques ans là en arrière pour voir comment nous avions des activités d'intérêt commun les week-ends. Quand on n'est pas en classe, on fait des activités d'intérêt commun. Pendant la saison des pluies, mais personne n'a le temps de se balader et de faire du tourisme n'importe comment. Nous allions pour
les camps de reboisement. Et ça, je ne peux pas oublier parce que j'ai conduit plusieurs camps de reboisement dans le mouvement CVAV, malgré que ce soit une association de jeunesse catholique. Mais nous étions tellement fiers que par saison, on mettait plusieurs milliers d'arbres en terre pour reverdir le Burkina. Aujourd'hui, les enfants sont les nez collés au téléphone. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire travailler pour l'État-nation. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui comme incivisme dans ce pays, je dirais même que Sankara, dans sa tombe, il est assis, il n'est même pas couché. Parce qu'il n'y a rien de positif dans ce qui se passe aujourd'hui. Je n'en veux pas à la jeunesse, je ne les blâme pas. Mais je sais que ce sont les personnes âgées qui n'ont pas joué leur partition. C'est nous qui n'avons pas éduqué les enfants pour aller dans ce sens. Thomas Sankara, selon vous, Éric Ismaël Kinda. Bien, pour parler d'héritage politique, il faut peut-être ne pas limiter cet héritage-là aux jeux politiciens, à la visibilité, à l'existence des partis politiques qui se revendiquent de l'idéal Thomas Sankara. Parce que vous avez au niveau de la société civile des mouvements comme le nôtre qui revendiquent aussi clairement l'idéal de Thomas Sankara. Nous sommes un mouvement politique et non un parti politique. C'est ce qui explique d'ailleurs votre présence sur ce plateau. D'accord. Donc je dis, de ce point de vue, je pense qu'à notre niveau, nous essayons en tout cas de mettre en pratique ce que nous avons reçu de lui. Pour ceux qui ont connu la Révolution et qui l'ont côtoyé, nous essayons, je dis bien, nous essayons de mettre en pratique certaines choses. Pas plus tard qu'hier, nous étions en reboisement dans la zone de Kilouin. Et ce n'était pas un reboisement pour faire du folklore. Là, nous avons pris des engagements. Nous sommes allés planter dans un endroit clôturé. Et il y a des dispositions qui ont été prises pour entretenir. Parce que sous Thomas Sankara, il ne s'agit pas d'aller reboiser ou planter. Vous plantiez et puis vous entretenez après. Ça, c'est essentiel. Donc, je dis, quand on regarde les acteurs politiques, on peut être dessus. Et nous sommes dans une nouvelle ère, c'est-à-dire après l'insurrection. Il y a des forces politiques qui commencent à voir le jour. J'ai espoir que d'ici là, on va voir des forces politiques qui vont véritablement incarner cet idéal de Thomas Sankara. Donc, ce qui se passe au niveau de la gouvernance politique aujourd'hui, c'est décourageant, c'est décevant, mais je ne désespère pas. Je ne désespère pas. J'ai foi que tôt ou tard, on aura dans ce Burkina des forces politiques qui vont en tout cas essayer de faire comme ce que le camarade président Thomas Sankara a fait. Et cela va certainement contribuer à redonner aussi de l'espoir aux Burkinabés. Parce que dans notre contexte aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est le désespoir. C'est le désespoir qui frappe à tous les niveaux. Et quand on en arrive à une telle situation, c'est inquiétant et ça fait peur. Et on n'a pas actuellement toutes les solutions aux problèmes. Mais ce que le Burkinabé demande aujourd'hui, c'est quand même de l'espoir. Il faut espérer. C'est cet espoir que Sankara nous a donné en 4 ans. Sous Sankara, pendant 4 ans, vous étiez Burkinabé, vous avez de l'espoir que quelque chose de bon nous attend. Quelque chose de bon se profile à l'horizon. C'est ça qu'on ne voit pas aujourd'hui, malheureusement. C'est cela qu'on ne voit pas. Oui, je vois un doigt. Moi, j'ai quand même un bémol par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à l'espoir d'avoir des partis ou des mouvements sankaristes réellement qui peuvent prendre les reins du pouvoir. Actuellement, telles que les conditions politiques sont présentes dans notre pays, s'il n'y a pas une union sacrée de tous ceux qui réclament de l'idéal Sankara, je ne vois pas cela venir dans les 5 et 10 années à venir. La vieille classe politique a encore les manettes sur la nouvelle génération qui se réclame de Sankara. Or, eux, ils ont géré avec Sankara, ils ont géré après Sankara, ils ont géré après l'insurrection. Donc, il y a un problème qui est là,
congénitalement, après l'éclatement du CNR, il y a eu une grande division de tous ceux qui se réclamaient de Sankara. Pourtant sur la scène politique burkinabé, il y a toujours des mouvements sankaristes, des partis politiques qui revendiquent un peu ce sankarisme-là. Est-ce que ce sankarisme politique, ou j'allais dire ce sankarisme politique, a-t-il desservi ou servi la cause pour l'instant, ça a desservi. Parce que Sankara? puisque vous regardez le poids politique de tous ceux qui se réclament Sankara dispersé, quand vous les réunissez, ça peut quand même faire balancer quelque part quelque chose. Or, quand plus vous êtes dispersés, je fais juste un petit calcul aux élections passées en regardant tous les petits partis sankaristes, en tout cas qui se réclament son idéal, comment ils se sont dispersés. Il y en a qui devaient, quand ils étaient élus, aller avoir des députés, mais ils n'en ont pas eu. Non, parce que c'était... C'est pour ça que j'ai mis le bémol. L'idéal serait que tout ça, dans les 20 ans à venir, on puisse avoir quelque chose, un mouvement général. Non, puisse... justement, en fait, je suis parfaitement d'accord avec lui. Dans mon propos, bon, je ne suis pas allé dans certains détails. Ce qu'il dit, je pense, dans mon intime conviction, tôt ou tard, ces forces patriotiques et révolutionnaires vont faire la jonction où c'est la mort totale. Ça va venir. Peut-être que vous et moi, de notre vivant, on ne va pas voir cela. Si on voit cela, tant mieux. Et je me dis, je ne sais pas quand ça va venir, mais je pense que nécessairement ça va venir. Et c'est pour le bien de ce pays-là. Mais en attendant cela, peut-être, il y a une autre question qui se pose. Est-ce que ces forces politiques qui se réclament sankaristes aujourd'hui sont réellement sankaristes? Merci bien. Je suis obligé de dire un mot sur l'intervention de mon frère du Balai citoyen, qui a eu tendance à dire que pour le moment, il n'y a aucune force politique qui porte les valeurs et l'idéal sankariste. Je souhaiterais peut-être qu'il parcourt au préalable les programmes politiques des formations existantes avant de tirer une telle conclusion. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu des résultats à la fois au présidentiel et au législatif qu'on doit nous enterrer avec tous ceux qui n'ont pas su porter le flambeau de l'idéal sankariste. Moi, je souhaiterais dire avec force que dans le contexte actuel de la démocratie du Burkina Faso, même si le président Thomas Sankara était vivant et qu'il compétissait, il allait échouer lamentablement. Pourquoi? Aujourd'hui, ce que nous avons, ce n'est pas une démocratie fondée sur la compétition des idées, c'est plutôt du césarisme démocratique fondé sur la compétition de moyens. Ce n'est pas ça la démocratie. Et nous disons, au niveau du MCR, le combat que nous avons mené lors des dernières élections, nous avons essayé, à l'instar de l'idéal sankariste, de mettre en avant le système éducatif. Parce que le président Nelson Mandela l'a dit, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et sous la période révolutionnaire, le président Thomas Sankara a fondé son action principalement sur la réforme du système éducatif. On a vu le discours du 17 octobre 1986 à Gawa, l'appel de Gawa. Donc, tout part du changement de mentalité, tout part de l'acquisition des connaissances, de l'acquisition du savoir-faire à travers le système éducatif. Ce n'est pas ce que nous voyons. Il y a également la réforme de l'administration. Mettre l'administration au service de l'intérêt général. Faire en sorte que les agents qui sont affectés pour l'exécution du service public le fassent en toute âme et conscience avec l'esprit républicain. Ce n'est pas le cas. Et comme le disait le professeur Laurent Bado, aujourd'hui les agents, ceux qui partent tard au service, croisent sur les escaliers, ceux qui repartent tôt à la maison. Ce n'est pas de cette administration qu'il faut dans un pays où tout est prioritaire. Non, en fait, pour rebondir, oui, allez-y. Certainement que mes propos n'ont pas été bien saisis. En fait, je n'ai pas tiré une conclusion que les partis politiques n'ont rien fait. Non, ce n'est pas mon propos. Je dis seulement tous ceux qui
sont au niveau de la scène politique, les partis politiques qui revendiquent l'idéal de Thomas Sankara. Et lorsqu'on regarde ce qui se fait, c'est en deçà des attentes. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas balayé tout du revers de la main. Et même que j'ai dit qu'il ne faut pas limiter l'héritage politique de Thomas Sankara aux seules forces partis politiques. Il faut voir aussi au niveau de la société civile, il y a des forces qui sont là, qui se battent. Et j'ai dit que j'ai bon espoir que dans les années à venir, on va voir véritablement des forces politiques, que ce soit celles qui existent ou celles qui vont venir demain, enfin faire quelque chose qui vont faire des choses qui vont aller dans le sens des attentes des populations. C'était le sens de mes propos. Donc l'héritage, j'allais dire, de Thomas Sankara sur la scène politique est bel et bien perceptible selon Tahirou Barry, qui vous demandait de parcourir les programmes politiques de certains partis. Juliette Congo, est-ce que ces partis politiques qui se réclament aujourd'hui sankaristes le sont véritablement? Bon, moi, je n'aime pas, porter de... Vu la révolution. Oui, j'ai vu la révolution. Je vois beaucoup de partis sankaristes, mais je ne porte jamais de jugement sur les actions des gens parce que on est en politique. Si je dis quelque chose de déplacé tout de suite qui ne va pas dans le sens que quelqu'un souhaite, on va dire que bon, voilà, parce qu'elle est du parti au pouvoir, elle dit ça. Vous êtes une représentante du peuple, vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Non, non, je vais en venir. C'est pour déjà camper le décor que je le dis. Oui. Parce que quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, les gens ont tendance à penser que les changements dont on a besoin là, ça va venir par miracle. Il n'y a pas de miracle dans cette vie-là. Vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de programme, vous n'avez rien qui permet à quelqu'un de s'asseoir et de dire voilà de façon concrète ce qu'on veut faire. On nous fait toujours miroiter des choses et après c'est la déception totale. Moi, à un moment donné, j'ai été déçue de la politique de ce pays et j'avais même commencé à arranger mes baluchons pour décrocher carrément avec la politique et faire autre chose. Mais je me rends compte qu'en réalité, c'est facile d'abandonner. Il faut plutôt combattre pour pouvoir faire un changement de mental, pour que la jeunesse africaine, comme je dis africaine, parce que quand je donne les formations partout en Afrique, il faut qu'on ait la possibilité d'avoir un changement profond de nos idéaux politiques, d'abord. Et ensuite, le changement de mentalité que la jeunesse doit avoir aujourd'hui, là, c'est d'avoir une mentalité positive qui vous permet d'avoir une vision et de pouvoir réaliser quelque chose. Tous les jours que Dieu fait, chacun assis dans son fauteuil, ah, ça ne va pas, ça ne va pas, on veut le changement. Et vous-même qui souhaitez le changement, vous ne changez pas de comportement. C'est quel résultat on va avoir? Quand je vous écoute parler, vous parlez un peu comme une opposante, alors que vous êtes du parti au pouvoir, le MPP qui a les manettes en ce moment. Est-ce que ce n'est pas à vous d'impulser ce changement? Moi, je suis dans cette dynamique. Moi, je ne fais pas la politique politicienne. Hein. Vous n'allez pas me trouver sur un terrain où je dois faire... à la coup de quelqu'un, jamais. Madame, vous n'êtes pas députée indépendante, vous êtes députée du MPP, les partis au pouvoir. Je suis députée du MPP, c'est vrai, mais s'il y a des choses qui ne font pas dans le MPP, je veux le dire, cette vérité-là, quoi que cela doit m'écouter. Est-ce que vous voulez dire que votre voix ne porte pas assez au sein du MPP? Bien sûr que ma voix porte, c'est pour ça que je suis à l'Assemblée nationale. Oui. Et vous n'arrivez pas à impulser un peu ce changement? Oui, mais ce changement, on ne peut pas avoir le changement comme par miracle. Si c'était l'affaire de Jésus qui a changé l'eau en vin, là, on avait fini ce changement. Là. Mais il y a un processus. Luc Damiba qui a envie de réagir. Allez-y. Je rebondis sur un propos de Tahirou Barry par rapport au modèle démocratique que nous avons. Je crois que ça, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, comme le MPP, ceux qui ont la possibilité de changer, peuvent prendre un tout petit peu de l'héritage de Sankara par rapport au mode de désignation et au mode de démocratie. Notamment quand on prend le mode électoral, qui est peut-être le premier mode d'élection, de choix de nos dirigeants. Le mode d'élection aujourd'hui que nous avons est tellement vicié. Il suffit d'avoir un peu d'argent, comme il a dit, et puis vous avez le pouvoir. Or, au temps de Sankara, il avait commencé à instaurer, quand il a commencé à préparer la démocratie, c'est que chaque dirigeant, vous n'avez même pas besoin de beaucoup d'argent pour voter. Le candidat se met sur un tonneau,
les autres candidats se mettent à côté et puis chacun s'aligne. Et c'est aussitôt, en 30 minutes, les résultats sont connus. Personne ne peut tricher. Bon, pourquoi aujourd'hui on n'hérite pas de ce modèle qui est un modèle transparent, qui est très transparent, qui est moins cher et qui peut faire de sorte que ce soit vraiment une démocratie populaire. Cet héritage, il n'en est pas suivi. On est rentré dans une forme de démocratie copiée de l'Europe où on n'a pas la technologie. Imaginez toujours aujourd'hui quand on organise les élections. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Combien de bureaux de vote n'ont pas été fournis en bulletins de vote? Ou souvent des bulletins de vote qu'on a permis d'un village à un autre, qu'on ne peut pas rejoindre alors qu'on dit que l'élection... Donc les partis politiques sankaristes qui n'arrivent pas à s'en sortir dans cette situation, c'est ce que Tahirou Barry a dit tout à l'heure, mais Thomas Sankara, c'était également l'homme qui savait toujours s'adapter à toutes les situations. Est-ce que ce n'est pas au parti qui se réclame sankariste aujourd'hui de travailler à impulser ce changement du modèle démocratique? Bon, écoutez, moi je m'inscris dans la durée. Quand vous observez les partis politiques qui se réclament de l'idéal de Thomas Sankara, je me dis que nous sommes à une étape où tous sont dans la théorie, chacun revendique, chacun invite ses militants à faire ceci, cela. Dans les programmes politiques, on va retrouver certaines idées de Thomas Sankara. Nous en sommes à cette étape-là. Et je dis, il va falloir qu'on en arrive à une étape où on ne se contentera plus de tailler son programme politique en mettant les idées de Thomas Sankara. On va certainement arriver à une étape où il faut vraiment agir et redonner de l'espoir. C'est ça que le peuple burkinabé attend. Tahirou Barry, on peut compter sur vous. Oui. J'ai envie de réagir à ça parce que ce que vous avez dit tout de suite là, ça m'a choqué. Vous avez dit que je parle comme une opposante. Je ne suis pas... moi, je suis une personne très libre dans ce que je fais. Je suis au MPP, c'est vrai. Mais je ne peux pas épouser tout ce qui ne va pas en droite ligne avec moi, mes aspirations profondes. C'est pour ça que, avant que je sois dans ces responsabilités politiques-là, j'ai été d'abord dans des responsabilités de base. Et aujourd'hui, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, les actions que je fais, ça va en droite ligne avec les aspirations profondes de nos populations. Les jeunes ont besoin de formation. Les jeunes ont besoin d'être écoutés. Les jeunes ont besoin qu'on puisse résoudre tel ou tel problème les concernant, mais pas forcément qu'on leur donne des millions pour aller créer des entreprises. Ça ne peut même pas marcher. L'idéal Sankara, comme il dit là, moi je n'épouse pas des choses comme ça. Moi j'ai vécu le live avec Thomas Sankara. C'est ça que je suis en train d'appliquer aujourd'hui dans mon vécu quotidien. Maintenant, si ce n'est pas très perceptible, c'est parce qu'il y a aussi des questions de moyens. Parce donc, que quand on parle de formation de la jeunesse, quand tu n'as pas les moyens, par exemple, pour louer une salle de 300 000 ou de 500 000, et tu te contentes de les prendre sous des arbres pour faire des formations endogènes dans le tas. Ça ne peut pas avoir le même effet. On vous comprend sur ce point, Juliette. Voilà. Congo, vous êtes sankariste, mais vous êtes dans un parti où ce n'est pas du sankarisme qui est pratiqué, mais vous n'êtes pas assez forte peut-être pour changer les choses au sein du parti. Tahirou Barry, peut-on compter sur vous pour ce changement, pour l'action dont parle Éric Ismaël Kinda? Parce que pour le moment, et selon lui, vous êtes dans la théorie. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Je pense que le président Thomas Sankara lui-même a dit, tuer Sankara, il y aura 1000 Sankara. Donc, n'enfermez pas l'idéal sankariste dans un espace partisan. Si on l'enferme dans un espace partisan, on n'a pas compris. Mais il a dit que ça va au-delà du cercle des partis politiques. Chaque citoyen qui crie, lorsqu'on prononce le nom de Thomas Sankara, doit agir en Sankara dans ses actes quotidiens. Exact. Le fait même de ne pas respecter le feu tricolore, ce n'est pas faire du sankarisme. Parce que le sankarisme, c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est l'intégrité. Et il y a ce volet qui touche chaque citoyen. Mais maintenant, le volet partisan, mais comment voulez-vous demander à un parti politique d'appliquer la gouvernance sankariste
tant qu'il n'a pas les rênes du pouvoir. C'est de faire une gymnastique intellectuelle qui n'aura aucun mérite. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est que ces partis politiques-là se réclament souvent sankaristes, mais dans les actes, ils ne sont pas véritablement sankaristes. Rien que récemment, on a entendu des autorités qui se réclament sankaristes défendre l'idée de l'achat d'un véhicule de 97 millions pour un ministre, par exemple. Est-ce que ça, c'est du sankarisme? Je pense qu'il faut nommer. Est-ce que ces partis politiques n'ont pas desservi la cause sankariste, finalement? Bon, moi je pense que le Burkinabé est mature. Il est très mature. Ceux qui se proclament sankaristes ne doivent pas oublier qu'il y a un peuple mature qui écoute et qui voit. Il ne suffit pas aujourd'hui de se proclamer sankariste, parce que le sankarisme ne se proclame pas, il se mérite. Et j'insiste pour dire que ça va au-delà de l'espace partisan. Ce n'est pas l'individu qu'il faut voir. Parce que moi je suis fier d'avoir compris le sankarisme avant d'avoir apprécié ceux qui se réclament du sankarisme. Parce que si je voyais d'abord ceux qui se réclament du sankarisme, sans comprendre l'idéal sankariste, je n'ai pas venu m'asseoir ici pour parler de cette politique. J'ai eu la chance, comme le frère d'Amiba, d'être pionnier. J'ai parlé tout à l'heure de l'appel de Gawa. Le 17 octobre 1986, à l'école Centre A de Gawa, j'étais là-bas en tant qu'écolier. Et c'est vrai, il a fait un long discours sur le système éducatif. C'est une politique éducative. Je n'ai pas compris grand-chose. Mais je sais au moins, lorsqu'il est venu dire une phrase que je vais répéter tout à l'heure, en tant qu'écolier, j'ai compris cette phrase et j'ai applaudi. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous les enseignants, c'est vous qui demandez aux élèves d'aller demander à leur mère à midi que s'ils ne donnent pas 25 francs, ils ne vont pas avoir accès à la classe. Vous êtes des enseignants pourris. Ce jour-là, j'ai applaudi. C'est pratiquement la seule chose que j'ai compris. Donc, je me dis, même si nous n'avons pas la chance de gérer le pouvoir politique, mais dans nos faits quotidiens, nous devons savoir que la corruption, elle est bannie. Nous devons savoir que l'intégrité, ça se mérite. Nous devons savoir que le sens du service public, c'est une valeur. Le mérite, c'est une valeur. Le travail, c'est une valeur. C'est ce qu'il nous a enseigné. C'est tout ce que je veux dire. Mais ce sont des valeurs qui n'ont pas été préservées, en tout cas quand on écoute un peu tout le monde sur ce plateau. Alors, Thomas Sankara, c'est celui qui, au plan socio-économique, prônait également le consommation local. Il détestait l'exotisme. Luc Damiba, est-ce qu'il reste encore quelque chose de tout cela aujourd'hui au Burkina? Je crois que ça revient maintenant. Et Eric l'a dit, c'est des étapes. Je crois que le retour de l'idéal Sankara va se faire progressivement. Pour moi, j'ai constaté que plus les années passent, plus l'idéal Sankara se bonifie. C'est maintenant que les gens sont vraiment en train de prendre conscience. Prenez le président Kaboré lui-même. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est du Faso d'Anfani. Pourtant, il a vécu la période où on disait Sankara arrive. Il ne portait pas de Faso d'Anfani à ce moment. C'était le veste, parce qu'il était banquier. Maintenant, il l'emporte à volonté. Et tous les citoyens aujourd'hui, c'est devenu pour moi. Donc, on sent une appropriation dans le vécu quotidien. Le consommé local que vous dites aujourd'hui, quand il y a eu la maladie du Covid-19, tous les gens se sont retournés vers les produits traditionnels pour se protéger. C'était un réflexe de Sankara, parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui a développé la pharmacopée traditionnelle. À ce moment-là, donc tout le monde a dit, ah, Sankara nous avait montré une voie qu'on a perdue. Il faut qu'on revienne vers là. Parce que non seulement on a fermé les frontières, et que personne n'avait le médicament dans le monde, et chacun cherchait son médicament à lui. On est revenu sur notre consommation local. Je crois que ce sont des réflexes que Sankara nous a donnés, qui on n'avait peut-être pas pris conscience à ce temps-là. Maintenant, aujourd'hui, regardez dans le plat des gens. Vous allez dans des manifestations publiques, vous voyez le plat qui sont servis. Pour tout ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le retour de Sankara qui revient sans bruit. Inconsciemment, chacun reprend
de façon quotidienne ces gestes-là. Juliette Congo. Ben, je piétine sa langue pour dire que les choses vont venir et de façon naturelle. La jeunesse de 84 n'est pas la jeunesse de 2021. À l'époque, nous, on n'avait pas la possibilité de parler comme ça, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Mais les jeunes, là, ils connaissent trop parce qu'ils ont voyagé à travers le monde avec Internet et tout ça. Ce qu'ils connaissent, nous, on ne connaissait pas. Et le mutisme qu'il y avait autour de certains mythes, ça se révèle aujourd'hui au monde. Alors, il a parlé de la tenue. Sankara arrive. Aujourd'hui, là, personne ne dit à personne porte façon d'Amfani. Mais les gens portent parce que c'est beau. C'est bien fait. C'est devenu, à la limite, l'emblème du pays. Quand tu vas à l'extérieur et on te voit venir, ah, tu es burkinabé, ça c'est une fierté pour le pays. Mais je vous assure que si on arrivait aussi dans nos rues à dire, ah, tel enfant qui se comporte comme ça là, ah vraiment, c'est bien, hein, parce que c'est un enfant d'un homme intègre. Tu vois un enfant qui n'a pas l'âge d'aller s'asseoir dans un bistrot, qui arrive et qui dépense des centaines de mille de francs, pose-toi la question, c'est l'enfant de qui? Et c'est à ce moment que tu comprendras la maléducation que ses parents lui ont donnée. Et il est en train de se jouer au grand alors qu'il n'est rien. Il faut que nous arrivions, comme je l'ai dit, à mettre dans la tête de nos enfants là, que ce qui est bien, c'est ce que tu t'es construit toi-même. Il y a des gens qui aujourd'hui là, ils montent sur tous les étages pour dire des choses. Moi j'ai dit, j'ai vendu arachide à Ouagadougou et je suis fière. J'ai vendu gâteau et je suis fière. Parce qu'on nous a appris à travailler de nos 10 mains pour être indépendants. Je n'ai jamais travaillé à la fonction publique. Je n'ai jamais émargé sur le budget de l'État burkinabé. Mais je suis une femme épanouie. Et les gens passent tous les jours à faire j'ai l'honneur. Sankara nous a appris à travailler dans les champs, à travailler au niveau du commerce. Et si vous voyez toutes les femmes de la révolution, là, il n'y a pas une qui s'assoit sur ses fesses pour dire à son mari de lui donner Nassongo. Toutes celles qui ont fait la révolution, là, savent qu'elles doivent contribuer pour la famille. Elles savent qu'elles doivent prendre des responsabilités pour la famille, l'éducation des enfants, apporter quelque chose à la maison. Et aujourd'hui, elles mettent les ongles longs comme ça, là, et elles attendent que l'homme vienne avec tout. Et le monsieur, il est obligé de voler. Alors, le sankarisme qui revient pas à pas, selon vous, on va lui donner en même temps la parole. Voilà, le sankarisme qui revient pas à pas, selon ces deux intervenants, y a-t-il de l'espoir selon vous également? Moi, je pense plutôt que le sankarisme est dans tous les discours, mais il est absent dans les pratiques. Dans les faits. Il faut qu'on dise la vérité. Je crois. Bon, souvent quand je m'exprime, j'ai peur de mes mots. Mais je crois qu'il faut un choc. Je ne parle pas d'insurrection, je ne parle pas de révolution, mais il faut un changement radical. Parce que la société a atteint un degré de pourriture qui me paraît quelque peu irréversible. Il faut un choc. Et contrairement à ce que mon frère Sam dit, ce n'est pas évident qu'on ait d'autres Sankara. On peut avoir mieux que Thomas Sankara parce que Sankara, c'est une créature divine. Et Dieu sait également ce qu'il réserve pour une société qui est dans le besoin. Donc il ne faut pas désespérer. Demain, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 15 ans, 30 ans. On peut avoir des personnes avec les nouvelles technologies, avec la modernité, qui va essayer de s'appuyer sur tous ces instruments et réaliser des merveilles. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la société burkinabé a besoin d'une thérapie de choc. Alors, vous parlez de choc. Dans ce sens, je crains que la descente soit irréversible. Vous parlez de choc pour que ce retour au sankarisme soit possible. Vous dites en même temps que vous ne parlez pas d'insurrection, vous ne parlez pas
des coups d'État, des révolutions. Comment est-ce que ce changement peut s'opérer? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous écarter des thématiques? Allez-y, Tahirou Barry. On ne s'écarte pas des thématiques. Quand je parle d'une réaction de choc, il s'agit d'un changement dans le mœurs politique, d'un changement dans le mœurs sociaux, dans le mœurs économique. Donc il faut un changement radical. Si par exemple ce discours est entendu par les tenants actuels du pouvoir, ça peut s'opérer. Autour d'une assise, on fait une assise et on décide, voilà le chemin qu'il faut pour sortir le Burkina Faso de l'ornière. Voici les personnes qu'il faut pour mener ce changement radical. Mais ces personnes existent. Il ne faut pas avoir peur de laver une plaie lorsqu'elle a tendance à se gangréner. Alors, je l'ai également dit, Thomas Sankara détestait par exemple l'exotisme. Est-ce que cela est une réalité aujourd'hui dans les habitudes des Burkinabés? Écoutez, est-ce que nous détestons l'exotisme comme Thomas Sankara? On va laisser Tahirou Barry réagir avant Ismaël. Je ne veux pas monopoliser la parole, laissez-le s'exprimer. Peut-être que le... Allez-y. Non, peut-être que le mot détester est trop fort pour Thomas Sankara. C'est pas... Thomas Sankara était un homme ouvert, très éclectique. C'est pas qu'il détestait. Il encourageait les Burkinabés à prendre conscience de leur potentiel, à produire ce dont ils ont besoin et à consommer ce qu'ils produisaient. Moi, je pense, personnellement, je ne suis pas là pour qu'on organise un procès sur qui fait du sankarisme, qui ne le fait pas. Et si on fait ça, je pense que chaque jour que Dieu fait, on va envoyer tout le monde au poteau. Il faut surtout voir ce qu'il nous a laissé, comment faire pour les mettre en œuvre. Comment faire pour les préserver, peut-être pour le mettre en œuvre, il faut commencer par être comme lui. Et c'est de cela que nous parlons, Éric Je précise qu'il s'agit d'essayer de faire comme lui. Je ne dis pas que Sankara n'est pas dépassable. On peut bien le dépasser. Dans l'histoire d'un peuple, ce n'est pas en 50 ans ou en 100 ans seulement. C'est vraiment sur la longue durée. Il se peut qu'un jour au Burkina, on ait une figure plus que Thomas Sankara. Mais en attendant que ça vienne, il nous a laissé quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que c'est ça le plus important. Et Tahirou Barry, mon voisin, parle de changement radical. Je veux bien. Avant le changement radical, commençons par les choses les plus simples. Faisons les choses les plus simples d'abord, tant au plan individuel que collectif. Et ça va venir. Comme quoi? Allez-y. Non, Sankara, quand il est devenu président en août 83, Sankara n'est pas tombé du ciel. Sankara, c'est toute une histoire. Il a appris dans sa vie à faire les choses simples jusqu'à devenir un homme d'État. Et quand il est venu, ceux qui l'ont connu depuis son enfant jusqu'à l'âge adulte savent bien que ce qu'il est venu faire, ce n'est pas tomber du ciel. Et quand vous dites à faire les choses simples, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais les choses simples, c'est-à-dire, il dit quelque chose avec conviction et il le fait. Il le fait. La pédagogie. Ce fut un grand pédagogue. Ce n'est pas dans le discours. Vous savez très bien, moi j'ai l'habitude de dire les volontés précaires finissent dans les mots et les volontés fortes finissent dans l'action. Sankara était une volonté très forte. Quand il dit quelque chose, même l'individu, le citoyen lambda, même celui qui n'est pas allé à l'école, il comprend. Il comprend. Il dit, il fait. C'est ce que moi j'appelle les choses simples. Quand il dit par exemple qu'on peut prendre les fils, le coton du Burkina pour faire des habits de qualité et portée, il le démontre et on le fait. C'est simple. Et le changement radical, nous tous nous rêvons de ce changement radical-là, mais je dis par méthode, commençons par les choses les plus simples, en montant. À un moment donné, ça va atteindre une vitesse de croisière et ça sera bon pour tout le monde. Bon, c'est discutable, mais c'est aussi ma manière de voir les choses. Allons étape par étape. C'est normal. Vous savez, un homme de la trempe de Thomas Sankara,
c'est difficile de mettre ces idées en application en un temps record pour satisfaire tout le monde. C'est compliqué. Je vais répondre parce que oui, allez-y j'ai l'impression qu'on est en train de stagner parce que là, qu'est-ce que nous allons faire de l'héritage de Sankara? C'est simple comme un bonjour. J'ai posé la question ici. Oui, faire de l'héritage de Sankara quelque chose de progressif. Mais il l'a dit, on ne peut pas se lever tout de suite et trouver le changement par rapport à une société qui a traîné des tares pendant longtemps. Je peux dire depuis les années 60 jusqu'à nos jours, nous traînons des tares. Sankara a coupé net. En 4 ans, il a ouvert les yeux de tout le monde. Qu'est-ce que nous faisons de ce que lui, il est venu montrer? Nous prenons le côté positif. Parce que ce que Sankara a fait, tout n'était pas positif. Hein. Non, il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Sankara était un être humain. Ce n'est pas un ange. Oui, non, laissez-moi finir. Il a fait des conneries. Il a fait des choses bien. Prenons ce qui est bien, inculquons ça à nos enfants et avançons. Parce que quand je parle, laissez-moi finir, monsieur Kinda. Parce que quand je vous ai écouté religieusement, écoutez-moi. Voilà. Ce que Sankara a fait, qu'il soit en porte-à-faux avec moi, mes ambitions d'abord, c'est le côté culturel. Quand il a eu maille à partir avec les coutumiers. Ça, c'est déjà quelque chose que moi, je n'étais pas d'accord avec lui pour ça. Mais j'étais d'accord avec les autres aspects. Et c'est pour ça que le moindre mal, je l'ai mis de côté et j'ai continué avec ce qui pouvait m'arranger et ce qui pouvait arranger ce pays. Ça, c'est la construction d'une nation globale qui permet à chacun de trouver quelque chose de positif. C'est ça que je suis d'accord avec. Madame Congo. Mais vous me coupez la parole et puis vous voulez qu'on fasse comment? Oui, je veux qu'on les laisse répondre parce qu'on n'a plus assez de temps. On vous a compris. Oui, bon, jusque-là, je pense qu'on s'accordait sur bien de choses. Hein. Mais je ne suis pas d'accord avec Mme Congo quand il dit que Sankara a fait des conneries. Je ne suis pas d'accord avec l'expression. Moi, je ne suis pas dans le culte de la personnalité. Pour moi, c'est les idées de Thomas Sankara. Sankara c'est un homme, c'est un humain, c'est un mortel, c'est tout. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que tout était rose sous la Révolution. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Je ne parle pas de ces erreurs en termes de conneries, je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, l'une des grandes qualités de Thomas Sankara, c'était sa capacité d'autocritique. Ce que vous appelez conneries, je refuse ce terme, ça c'est clair. Sankara même a eu à faire l'autocritique. C'est ça même qui fait que c'est un esprit exceptionnel. Moi, je ne peux pas avoir eu connaissance de l'autocritique que Sankara a eu à faire. Quand il dit, on va marquer une pause. On a demandé trop au peuple pendant 4 ans. Il y a eu des succès, mais il y a des problèmes. On marque une pause pour voir ce qui ne va pas. Vous appelez ça... Mais c'était trop tard, puisque le mal était déjà fait. Oui, mais son mérite a été de le faire. Oui, le mal était déjà fait. Je ne suis pas aussi d'accord. J'ai grandi dans le quartier de Sankara, mon frère. J'ai vu ce que Sankara fait. C'est pour ça que j'ai dit Sankara n'était pas un ange. Jusqu'à demain, je maintiens ça. Il a fait... Non, excusez-moi, si je dis que connerie, là, c'est parce que j'ai cherché mon mot, je n'ai pas trouvé. Peut-être que le mot connerie ne s'y est pas dans ce débat. C'est vrai. Je peux m'excuser pour ça. Mais je vais vous dire seulement, Sankara n'a pas fait que de bien. Voilà, et tout le monde n'était pas d'accord aussi avec Sankara. Mais nous qui étions jeunes, qui épousions les idées de Sankara par rapport au développement de ce pays, on était d'accord avec lui. Attendez, quand vous dites encore que Sankara n'a pas fait que du bien, ça aussi c'est discutable. Et j'ai coutume d'entendre beaucoup de gens dire qu'il a eu maille à partir avec la chefferie traditionnelle. Mais il y a très peu qui vous font des exposés clairs, documentés, détaillés pour montrer le fond du problème, ce qui opposait Sankara aux chefs traditionnels. Tous les chefs traditionnels n'avaient pas maille à partir avec Thomas Sankara. Oui, c'est ça, je ne suis pas d'accord. C'est une certaine chefferie traditionnelle. Merci à vous. Oui, je vais vous donner la parole, Luc Daniba. Merci à vous, Eric Ismaël Kinda. C'est vrai que nous parlons toujours de Thomas Sankara en bien. Je suis désolé, le camarade président Thomas Sankara était très respectueux de la chefferie traditionnelle. Je mets tout au défi de prouver le contraire. Je vais poser ma question. Je ne peux pas accepter ça. C'est vrai que nous parlons toujours de Thomas Sankara.
Sankara suis pas d'accord avec bien. En tout cas, c'est ce qu'on entend le plus. Mais elle a dit, Thomas Sankara n'a pas fait que du bien. Que répondez-vous à cela? Non, je pense que là où elle a abondé par rapport, il y a une incompréhension. Et je crois que Sankara lui-même a dit ça à un de ses amis très proches, que dire que par rapport au chef traditionnel, il était incompris. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs d'approche, mais Sankara voulait plutôt se baser sur les chefs traditionnels pour une transformation fondamentale de la société. Parce qu'il pensait justement, parce que Sankara ne veut pas dire de nous baser sur nos propres ressources et balayer du revers de la main les chefs traditionnels. Et quand vous avez écouté, et justement ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du mémorial, nous avons commencé à collecter les témoignages, y compris des chefs traditionnels qui étaient avec Sankara et qui avaient commencé à le comprendre, mais après coup. Il y a eu l'incident chez le Mongo Naba. C'est vrai qu'il y a eu cet incident qui a un peu éteint sur toute l'approche que Sankara avait sur les chefs traditionnels. L'incident, c'était quoi pour ceux qui nous suivent? C'est la coupure d'électricité sur le Mongo Naba. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui, Sankara, ils ont dit que Sankara a donné d'aller couper l'électricité parce qu'il ne payait pas. Je crois que c'était ça. Bien sûr, évidemment, ça avait une approche qui n'était pas la bonne. Il faut la reconnaître. Mais dans la philosophie globale de Sankara, selon nos témoignages, il n'était pas opposé au chef traditionnel. C'est clair. On sait qu'en plus de ça également, il obligeait les chefs traditionnels à participer aux travaux d'intérêt commun. Est-ce que cela était bon? Il les obligeait pas. Il faut rectifier tout ça. Il ne les obligeait pas. Oui, allez-y. Sankara était un homme dont l'arme était la conviction. C'est-à-dire, il tentait de convaincre les chefs traditionnels de participer eux-mêmes aux travaux là, organisés par la Révolution. Quand il dit, par exemple, dans le film Thomas Sankara l'humain du journaliste Richard Tiennet, que j'ai bien suivi, il dit, par exemple, que les chefs traditionnels vont participer. Avant, par exemple, de creuser pour la confection des briques, ils vont enlever les bonnets. Parce que s'ils n'enlèvent pas les bonnets, à chaque fois, ça va tomber et ils le prendront 25 fois pour... et tout cela, ça allait déranger le travail. Quand il dit cela, est-ce que... Il l'a dit avec ironie. Hein. Il l'a dit avec beaucoup d'ironie. C'était son style aussi. C'était son style. Si vous prenez ça à la première lecture comme ça, vous risquez de ne pas comprendre la profondeur de sa pensée. Est-ce que tout cela était bien Tahirou Barry? On va laisser Tahirou Barry répondre à cette question. Il n'y a pas quelqu'un qui aimait Thomas Sankara comme moi. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que Sankara faisait. Parce que non, moi je suis une princesse. Je ne peux pas permettre que quelqu'un, un individu, même fut-il président, dire à un chef coutumier de se coiffer, de se décoiffer pour creuser les trous avec les gens. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une éducation aussi. C'est ma façon d'être. Merci. C'est mon éducation. Je ne peux pas permettre ça. On va laisser Tahirou Barry répondre sur ce point. Même si j'aimais Sankara comme je ne suis pas d'accord avec moi, je suis pas valeurs traditionnelles. Merci, M. Kinda. Tahirou Barry, allez-y sur cette question. Je pense qu'il faut essayer de voir au-delà des actes et apprécier l'intention. Tout le monde a vu, sous la période révolutionnaire, Thomas Sankara a fait de la culture un bouclier contre l'impérialisme culturel. Et comme vous le savez, pour dominer une nation sur le plan économique, on essaie de la faire douter de sa culture. Donc, il a essayé de s'appuyer sur tous les supports culturels pour amener chaque Burkinabé à aimer sa culture. Et la première politique culturelle au Burkina Faso qui a été mise en place, c'était sous la période révolutionnaire en 1986. Avec près de 700 millions. En son temps, 700 millions, c'était pas anodin. Ouais, c'est ça. Un plan quinquennal, 86-90. Donc c'est pour dire que sur le plan culturel, il a aimé la culture. Et il a amené chaque Burkinabé à aimer sa culture. Maintenant, il y a des actes qui ont été posés, qui peuvent faire objet d'interprétation, mais le plus important pour moi, c'est l'intention qu'il faut apprécier. Alors, aujourd'hui, une dernière question avant de terminer cette émission. Aujourd'hui, le pouvoir actuel a décidé de ressusciter l'Institut des peuples noirs. Est-ce que cela va participer de l'héritage de Thomas Sankara? Chacun va répondre avant qu'on ne conclue. Luc Damiba. Oui, bon, c'est bien, mais moi je pensais d'abord que l'État burkinabé et le gouvernement devraient mettre d'abord une priorité sur la reconstitution de l'histoire de la révolution à travers le mémorial Thomas Sankara. C'est dispersé et on peut inclure l'IPN,
que Sankara, c'est sa fille, on peut pas, voilà, dans l'ensemble global du mémorial. Mais il est évident qu'il faut reconnaître de ce régime-là, d'avoir réhabilité, d'avoir l'intention de réhabiliter Sankara, qui a commencé un peu, avec l'université Thomas Sankara, avec le mémorial Thomas Sankara, qui est une idée pour l'instant. Pour l'instant, on n'a rien. On n'a qu'une statue imparfaitement faite. Mais ça va venir. Moi, je crois que c'est là où on devrait le faire. L'IPN n'est pas mauvaise en soi, mais telle qu'elle était faite, il faut reconnaître que Sankara s'appuyait sur une vague contre le noir qui était là, aux États-Unis. Il faut revoir l'histoire au moment où ça se passait. C'est pour ça qu'il voulait s'appuyer sur les Cheikh Anta Diop, c'est beaucoup d'intellectuels à ce moment-là, les Elikian Bokolo et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y en a pas mal d'espaces qui défendent la cause noire, que de refaire ça ici avec nos peu de moyens. Le problème qui va se poser, c'est justement quels sont les moyens qu'il faut mobiliser pour recréer l'IPN. Pourquoi les 30 années à venir, à passer là, où il y avait l'IPN, pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'on a vraiment fait le bilan avant de relancer l'IPN? Moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas contre qu'il y ait l'IPN. C'est un héritage qu'il faut ressusciter d'une manière ou d'une autre, mais il faut qu'on ait tous les peuples. C'est comme le FESPACO. Aujourd'hui, le FESPACO... Donc pour vous, il y a déjà le mémorial Thomas Sankara. Si on il n'y arrive a pas à lieu faire, de disperser les énergies. Un ensemble, ça Merci peut... Parce à que tous vous, ceux qui viennent là, Juliette c'est pas Congo. les PN qui vont aller. Sankara doit être au-delà de la peau noire. Moi, Merci. je pense que Sankara n'aimait pas... Il ne fait pas seulement que dire on Merci. est enfermé entre noirs. Merci, on n'a plus assez de temps. Juliette Congo, sur cette question. Bon, moi, je ne maîtrise pas très bien l'institution Institut des peuples noirs là. Donc, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Alors, Eric Ismaël Kinda. Bon, je pense que le projet lui-même de retour de l'IPN en soi n'est pas mauvais. Mais comme mon prédécesseur Damiba l'a indiqué, il faut qu'on fasse le bilan, le point de ce qui a été fait. Et on repart avec quel IPN, avec quel contenu, quelle orientation. Il faut les définir clairement. Il faut les définir clairement. Et ça, c'est aussi à mettre à l'actif de la révolution de Thomas Sankara. Sankara avait de la vision, un certain nombre de visions, c'est indiscutable. Et on pourra parler des heures, voire des jours, et on ne va pas épuiser le sujet. Merci. Mais je pense également qu'il appartient aux acteurs qui ont animé l'IPN dans son temps aussi de se prononcer. Beaucoup d'acteurs sont toujours en vie, je connais pas mal d'acteurs. Moi-même, j'ai fréquenté l'IPN en étant très jeune. Je pense que le projet de l'IPN était un projet noble. Hein. Il faut pas réhabiliter, il faut pas réveiller cette idée-là parce que ce sont des opportunités. On veut faire, on veut espérer récolter des bénéfices politiques. Les acteurs sont là. Je pense que tout projet de réveiller l'IPN en contournant les acteurs là, les premiers acteurs de l'IPN aussi, c'est pas bien. Et je voudrais dire aussi, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec... rapidement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas le régime actuel qui réhabilite Thomas Sankara. Hein. Le régime actuel suit une dynamique. Il y a des gens dynamiques qui travaillent pour perpétuer la mémoire de Thomas Sankara. Le régime actuel ne peut pas faire autrement. Bien entendu, ils suivent des projets avec des calculs politiciens. Personne ne dupe. Hein. Personne ne dupe. Bari, pour terminer. Sur l'IPN, je pense que pour le réveiller, il faut au préalable le repenser. Et je souscris à l'idée du frère Damiba pour dire qu'il y a un grand projet qui est là, le mémorial Thomas Sankara, qui est en souffrance depuis 5 ans. Et bien qu'il soit en souffrance, il a mobilisé en une année 100 000 visiteurs. Ce n'est pas normal qu'au stade actuel, il soit toujours en l'état débutant. Et Thomas Sankara, sous la période révolutionnaire, avait une politique interventionniste culturelle. Vous avez vu Agence Faso-Tour, vous avez vu la construction des auberges dans chacune des 30 provinces, vous avez vu les salles de ciné. Mais c'était l'État qui s'investissait. Et un projet comme le mémorial Thomas Sankara, ça doit être érigé comme une carte culturelle du Burkina Faso. Et tous les visiteurs vont rallier le Burkina Faso avec comme point principal de visite le mémorial. Et le Burkina Faso ne va pas. Je m'en voudrais quand même de quitter ce plateau sans relever le fait que le Tahirou Bari, quand il était ministre de la Culture, a beaucoup joué pour l'avènement de ce mémorial-là. Je ne vais pas faire dans l'hypocrisie. C'est tout à fait... En tout cas, je tire mon chapeau au ministre Tahirou. Ce n'est pas parce qu'il est là, même dans des milieux hors de ce plateau, je le dis,
Et au niveau du ballet citoyen, nous sommes reconnaissants. Hein. On est vigilants sur la question. En tout cas, félicitations pour ce qu'il a fait. Quand il était à un grand poste de responsabilité, il a facilité en tout cas le projet du mémorial. Et je crois que Luc Demivet est là, il ne peut pas me contredire. Et rappelons-le, Tahirou Barry qui a démissionné du gouvernement parce qu'il n'épousait pas à un moment donné les idéaux défendus. Alors, Burkina Faso, que reste-t-il de Thomas Sankara? C'était le thème de ce plateau spécial, offert donc par Savane Média à l'occasion de ce 38e anniversaire de l'avènement de la révolution sankariste au Burkina Faso. Sur ce plateau, nous étions avec Tahirou Barry, président du MCR, le Mouvement pour le Changement et la Renaissance, Eric Ismaël Kinda, porte-parole du mouvement Le Ballet Citoyen, Luc Damiba, secrétaire général du Comité international du mémorial Thomas Sankara, et Juliette Congo, députée du Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti au pouvoir. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir contribué à ce débat. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la chaîne des Nouvelles Idées Savane TV.